Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission de littérature. Nous sommes encore au rendez-vous puisque nous sommes vers la fin de la matinée d'un samedi et comme tous les samedis en ce moment précis, nous recevons un auteur pour parler de son ouvrage. Ce matin, nous allons parler poésie avec notre invité, Romuald Dandji, qui a publié récemment un recueil de poèmes intitulé Panafricaniste ou Panafricaniste, suivi un peu de ce qu'il a intitulé Au Royaume des Immortels. C'est une partie de son ouvrage qui rend un peu hommage à quelques personnes, à quelques localités et qui termine justement cet ouvrage-là. Monsieur Dandji, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur mon plateau. Merci beaucoup. Alors vous avez publié donc de la poésie, vous vous intéressez surtout aux acrostiches. J'ai remarqué au niveau donc de l'avant-dernière partie de votre recueil, quelques acrostiches réservés à des villes, notamment du Bénin. Mais commençons déjà par la partie recueil de poèmes. Okay. On vous voit un peu engagé sur le bord panafricaniste convaincu. Est-ce que c'est une réalité encore, je dois dire, pertinente aujourd'hui quand on voit un peu, je dois dire, le sens dans lequel les nations aujourd'hui courent? Oui, il urge que nous allions vers le panafricanisme. Mais nous avons choisi le panafricanisme culturel. Ah oui? Comment ça s'exprime? Parce que nous ne sommes pas des politiciens. Et lorsque vous êtes un panafricaniste politique, souvent on tend à être un activiste. Et à la fin, on va vous traiter d'anarcho-gauchiste. Donc nous savons que pour nous, à travers la culture, on peut changer le politique. Oui, mais pour l'instant, c'est la politique qui décide. Et il faut aller en politique pour pouvoir justement faire les orientations qu'il faut. Si vous êtes militant panafricaniste culturel, comme vous le dites, il faut bien faire des actions pour opérer des changements. Les bonnes décisions, c'est les politiques qui les prennent. Nous avons constaté que la politique a échoué. Les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, ils ont eu de très belles idées, mais ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Donc il faut changer la donne. Pourquoi, à votre avis, ça n'a pas prospéré? Bon, j'ai l'impression que ceux-là ont émis des idées purement théoriques. Ah oui? Oui. Et ils ne sont pas soutenus par leur père, chef d'État d'alors. Mais vous savez, la culture rassemble un bon nombre de personnes. Et là, nous savons que pour nous, à travers la culture, on peut changer la donne. Alors, la culture, c'est quand même la différence entre les pays, entre les nations, entre les peuples aussi. Est-ce que ça ne va pas accentuer la fracture qu'il y a déjà à travers les frontières nationales, qu'il y a déjà entre les peuples africains? Pas du tout. Vous savez, même à travers la francophonie, on valorise la culture. Nous sommes, disons, tout un peuple. L'Afrique est comme un peuple. Un peuple qui a plusieurs cultures. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis écœuré lorsqu'on parle d'Afrique. J'aurais voulu que notre continent soit appelé Alafia. Pourquoi? Alafia parce que lorsque vous prenez beaucoup de pays africains, le mot Alafia est presque dans toutes les langues. Mais pas la même signification. Approximativement la même chose. Alafia, ça veut dire la paix. Le Bénin, au lieu de dire le Bénin, moi je préfère Beni, l'origine en Yoruba, ou bien le mot Sourou, la République du Sourou. Vous m'excusez, hein? Parce que le mot Sourou est presque dans toutes les langues au Bénin. Donc nous sommes en train de dire, lorsque nous allons commencer par la culture, la politique va changer. Ils sont obligés. C'est comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À un moment donné, ceux qui ne veulent pas s'adapter sont obligés de se faire rattraper et de se faire dépasser. Allez, observons un peu vos poèmes. Vous avez commencé par rendre hommage à l'homme et à la femme en définissant, je dois dire, les critères qu'ils doivent avoir les uns l'un envers l'autre. Le premier texte, c'est Si j'étais une femme. C'est bien le titre, à la page 14. Si j'étais une femme, j'aplatirais l'égoïsme masculin. Si j'étais une femme, je neutraliserais la dictature masculine. Si j'étais une femme, je donnerais une bonne leçon de courtoisie au mâle. Comme cela, je ne serais plus perçu de sexe faible. Vous voulez lancer la femme
à l'attaque contre l'homme. Non, pas du tout. À un moment donné, nous avons constaté que la femme est marginalisée. Mais maintenant, il urge qu'on considère la femme. Mais pour moi, la femme est tout. Si vous voulez, nous allons définir la femme en acrostiche. On prend F, ça fait fleur qui sourit à l'humanité. E, enveloppe qui protège contre les catastrophes dans les entrailles. M, marmite qui fait cuisiner la sauce de l'humanité. M, marigot qui recèle le trésor de la vie. E, embaume-moi toujours du parfum de ton amour. Donc ça fait femme. Et c'est parce que nous avons dit que c'est la quintessence de la femme, ça. Et il urge qu'on déplace un peu le curseur. Oui. La société africaine a toujours rendu hommage à la femme. Hein. Vous voyez, dans le milieu religieux, la femme occupe de grandes places, ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions dites en griffe importées. La femme occupe une très grande place. On a vu quand même des femmes reines sur le continent africain. La femme aux côtés de l'homme roi joue un grand rôle dans le palais royal. On ne peut pas dire que la femme est marginalisée dans la culture africaine. Non, justement, c'est pourquoi nous avons donné le titre là. Il y a une panne africaniste. Vous savez, l'africanisme, c'est un ensemble de sciences humaines appliquées à l'Afrique, à l'étude africaine, si vous voulez. Mais nous avons constaté, prenons l'exemple du royaume d'Abomey. Il y a une reine qui a rayé, on n'a jamais parlé de ça. Pour nous, c'est une panne africaniste. Ceux qui ont fait l'étude sur l'Afrique n'ont pas tenu compte de ça. Et l'Amazon, nous avons la chance, on a eu un président qui a révélé l'Amazon à travers la statue. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que la femme est reléguée au second. Hein. Ce n'est pas du tout bon. Si j'étais une femme, mon époux brouterait uniquement ma peau fraîche. Ça veut dire quoi? Bon, si j'étais une femme, je ferais tout possible pour me faire plaire à mon homme. Il ne va pas chercher d'autres femmes ailleurs. Ah ouais, on a dit que l'homme est un éternel chasseur insatisfait. Bon, les femmes le disent souvent, hein, l'homme est comme un chien. Lorsque vous lui présentez un plat bien garni, il préfère aller sur les tas d'immondices pour aller croquer des os. C'est les femmes qui le disent. Hein. Et si j'étais une femme, je ferais tout possible pour plaire à mon homme. C'est ce que je disais. Je suis en train de dire tantôt. Si j'étais une femme, je trembloterais à la guillotine de douleur de l'enfantement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, là, il faut encourager les femmes. Ah ouais. Depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Ouais. Je le dis, moi qui suis ici, ça m'a fait mal de ne pas être femme. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la chance de sentir la musicalité du fœtus dans mon ventre. Mais paradoxalement, j'allais dire, je suis très content de ne pas être femme parce que j'ai échappé à la guillotine des douleurs de l'enfantement. Ah ouais, c'est une guillotine? Guillotine, parce que lorsque la femme veut guillotine, c'est comme ce que les gens utilisaient dans l'ancienne enfance pour décapiter les personnes. C'est la guillotine, ça. Et la femme qui veut accoucher est entre la vie et la mort. Donc l'enfantement, c'est un pur bonheur et une élévation même de la femme. Ce n'est pas la marche vers l'enfer, comme vous le dites. Ne dites pas ça, monsieur le journaliste. La femme qui veut accoucher est entre la vie et la mort. Je vais vous donner un exemple. Une dame a conçu, elle était enceinte. Elle voulait ouvrir la porte. Par une inadvertance, elle s'est cognée, son ventre a cogné la clé de la porte. Elle a senti une douleur. Mais après l'accouchement, vous avez vu que l'empreinte de cette clé-là est restée au niveau de l'enfant. C'est pour vous dire que la femme éprouve beaucoup de choses. Et si c'était les yeux, c'est pourquoi nous avons dit que c'est une enveloppe qui protège contre les catastrophes dans les entrailles. La femme. Si j'étais un homme, et ça c'est le test consacré aux hommes, je sèmerais l'humilité chez la femme. La femme n'est pas humble? Non, pas du tout. Pourquoi? Lorsque la femme perd la tête, elle n'arrive pas à se contrôler. Je vais vous donner un exemple. Il y a une reine, une grande reine d'Angleterre. Elle avait un petit problème avec son mari. Et le mari est rentré dans sa chambre. Elle est venue toquer. L'homme ne voulait pas ouvrir la porte. Elle a dit, je vais ordonner mes gardes pour défoncer la porte. L'homme n'a rien dit. Elle est restée. Tu ne sais pas que je suis la reine? Ils ont continué et à un moment donné, elle a dit, ouvrez. Ouvre, mon chéri. C'est ton épouse. L'homme a dit, mais voilà ce qu'il faut dire. Tu crois que tes titres là vont m'intéresser? Non, tu es reine au palais. Mais lorsque nous sommes à deux,
je suis homme. Je te gouverne, je te domine. Là, il faut comprendre. Donc, en cela, je lance un appel aux femmes qui occupent des places vraiment politiques, de savoir si elles reviennent à la maison, d'enlever le manteau d'homme politique là, pour se rabaisser, pas tout à fait. Une femme n'est pas ministre à la maison et ça se sait, non? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous m'excusez beaucoup. Bon, je vais choquer un peu. Il y a des femmes qui sont bien chaudes là, qui essaient de respecter leur homme. Mais dès que elles sont promues, elles deviennent notre dame. Je ne vais pas expliquer. Suivez mon regard, je ne vais pas expliquer. Elles ne deviennent plus madame, mais notre dame. Donc vraiment, on invite la femme à être plus humble, à se maîtriser. Si j'étais un homme, mon épouse me vénérerait plus que tout au monde. C'est quoi? C'est de la féodalité, ça, non? On ne peut pas vénérer un homme, on vénère Dieu. Non, l'homme est l'âme sœur de la femme. Mais si la femme considère que l'homme et elle font un, elle doit le vénérer. Ce n'est pas, comment on appelle-t-on, difficile. Comment c'est pas difficile? C'est pas difficile. Si l'homme et la femme sont égaux, pourquoi est-ce que l'autre doit vénérer l'autre? L'une doit vénérer l'autre. Ils sont égaux devant la loi, hein. Mais lorsqu'on rentre dans le foyer, attention. Ils ne sont pas égaux dans le foyer. L'homme est le corps de la basse-cour. Jusqu'à nouvel ordre. La basse-cour suppose qu'il y a beaucoup de poules, c'est ça? Non. Peut-être ça peut être une poule. Le chef du foyer. Pourquoi pas? Oui. Si j'étais un homme, je regretterais les larmes de joie de l'enfantement. Regretter pourquoi? Regretter, c'est ce que j'ai dit tantôt. Peut-être ça là m'aurait marqué et je m'aurais dit, mais en fin de compte, qu'est-ce que je suis parti chercher qui m'a conduit entre la vie et la mort? C'est en quelque sorte ça. Vous êtes panafricaniste, vous dites, mais j'ai l'impression que vos tests, parfois même vos exemples sont tirés de cultures venues d'ailleurs. Vous avez parlé de la reine d'Angleterre tout à l'heure. J'ai vu Victoria, ma couronne romantique. Vous êtes un peu extraverti là, non? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il faut aller lire ce qui se passe ailleurs pour pouvoir adapter ça à sa culture. Lorsque je parle de Victoria, c'est une fille imaginaire. Ah d'accord. Je pensais que c'était la reine Victoria. Parce que quand même le contexte, à l'instar de la reine Victoria, tu as couronné mon cœur, de que mon et valet t'exalte, trésor innombrable de mon cœur, illumine ton champion pour toujours. Vous comparez votre belle Dulcinée à la reine Victoria. Bon, bien sûr, bon, à un moment donné, bon, la fille imaginaire appelle son amour et champion, et l'homme, lui, l'appelle trésor. C'est en quelque sorte ça. Ici, au pèlerinage de l'amour, vous rendez hommage à une femme qui est musulmane. Vous dites, dans le sacré oasis du désert d'Arabie, j'ai accueilli la plus romantique des fleurs ismaélites. C'est une immense senteur d'amour, elle répond au nom de Madina. Comme Médine, la seconde ville sainte de l'islam. Quelle est votre perception de l'islam? Bon, c'est qu'à un moment donné, on a tendance à dire que l'islam n'est pas une religion. Bon, disons, vous m'excusez beaucoup, on dit que ceux qui pratiquent l'islam sont des gens violents, mais ce n'est pas le cas. Au Bénin, ici, nous côtoyons les musulmans, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je veux, disons, une invite pour dire aux musulmans que les chrétiens peuvent tomber amoureux des musulmans. C'est pourquoi nous avons écrit ça. Pourquoi vous avez l'âme sensible comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas parce que, vous savez, j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Lorsque moi je regarde la femme, je ne la regarde pas comme uniquement un signe d'amour. Je la vois comme une personne, un personnage particulier. Lorsque je m'assois quelque part, j'observe un soulard qui est en train de parler. Je ne vais pas me dire que celui-là est en train de raconter de n'importe quoi. J'essaie d'écouter. Lorsque vous prêtez attention, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de philosophique dans ce qu'il dit. La même chose pour le fou. C'est comme ça. Vous voyez?
Et la femme vous met dans tous vos états. J'avais beaucoup de tests consacrés. Je ne suis pas un don Juan, monsieur le journaliste, je ne suis pas un don Juan parce que... J'avais beaucoup de tests consacrés à la femme et dès que je dis femme, vos yeux brillent. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, et lorsqu'on allait à l'école, il est arrivé un moment où j'avais un ami. C'était un ami et vous savez, moi j'ai fait un peu les maths, j'ai fait la série C. Et une fille est venue la voir, la fille aussi faisait la série C, elle était vacancière. Il voulait la draguer, la fille lui a dit non, ce n'est pas je t'aime, ton nom, vous dites j'aimerais que tu me déclames un poème, comment appelle-t-on, en mathématiques. Si vous voulez, je vais déclamer ça. Et l'homme dit, tu es très jolie. La tangente de tes beaux yeux perpendiculaires à la symétrie de ton cœur forme un angle alpha dans lequel je me cache pour calculer le sinus de ta beauté et le cosinus de l'amour que j'ai pour toi. Ça, c'est un point mathématique, ça. Oui, dès lors, je suis obligé de faire recours au théorème de Thalès et de Pythagore. Veux-tu me calculer la tangente et la cotangente de cet angle alpha? Même si tu n'arrives pas à le faire, sache de même que tes beaux yeux me font mourir d'amour. Et la fille a craqué. Dis donc. Bien sûr. Ah ouais, c'est des mots construits pour faire fléchir le cœur des... Oui, oui. Et vous allez sentir que... Vous allez aussi sentir que ma littérature est une littérature scientifique. Bien sûr. Parce que j'essaie de mettre un peu les disciplines enseignées à l'école. Mathématiques, sciences physiques, et sciences de la vie, de la terre, pour pouvoir changer un peu la donnée. Pour amener nos jeunes à s'intéresser à la science. Parce que de nos jours, on a constaté que les jeunes fuient la science, ce qui n'est pas bon. C'est de votre faute, si les jeunes fuient la science. Non, on essaie. Les enseignants font comme si la science, c'est pour ceux qui sont dans notre monde. Non, on essaie. Et j'espère que nous allons corriger le titre. Parlons du titre, enfin du test, pardon, qui a donné son titre à l'ouvrage. Quand je consulte les oracles sur l'Afrique, je me demande ce qu'elle fabrique. Elle souhaiterait quand même décoller, pourtant les pseudo-valets pensent toujours la coller. C'est toujours la théorie du mal venu d'ailleurs. Ça dit que la situation de l'Afrique, c'est forcément la faute des autres. Bon, la faute des autres relayée par les pseudo-valets dont on parle. Ils montrent au peuple qu'ils aiment le peuple. Mais en dessous, ils vont voir les Occidentaux. On a parlé d'écho. De la monnaie d'écho, ça ne donne plus d'écho. Voilà. Oui, mais on a repoussé ça à l'horizon 2027. Non. Moi, je ne crois pas. Vous êtes pressés. Les grandes transformations. Parce que ça traîne. Oui, mais les grandes transformations. On a trop parlé. Vous avez vu le Mali, par exemple. On ne parle plus, ils agissent. Mais lorsqu'on parle, les gens prennent ça pour aller faire, en tout cas pour analyser ça, afin de nous empêcher. Mettons à l'œuvre. Nous avons, dans le point, vous allez voir qu'on a fait des. Le Mali s'en sort correctement? Ils vont s'en sortir. Moi, j'ai espoir. D'ici quelques années, le Mali va dépasser, comment on appelle, Dubaï. Vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Là? Oui, je suis sérieux. Qu'est-ce qui va faire changer le Mali comme ça? Ils ont des richesses. Et les impérialistes, pour eux, c'est que lorsqu'on constate qu'il y a la richesse quelque part, on essaie de soudaniser la localité là pour pouvoir avoir la même mise. Là où il y a la richesse, c'est le cas au Soudan. Aujourd'hui, nous avons le Soudan du Sud, en Érythrée, l'Éthiopie qui est coupée du port, dans certaines zones. Et ils veulent faire ça au Mali. Les Maliens ont dit non parce qu'ils savent que la zone du Nord, là, il y a trop de richesse là. Et c'est ça. Donc on a trop parlé. Laissons la théorie, allons à la pratique. Donc pour vous, l'écho, ça t'a trop? Ça t'a trop. Pendant plus de 20 ans, ils ont brisé le cœur de Mandela. En quelques mois, ils ont embrasé l'idéologie de Lumumba. Une décennie passée, ils ont meurtri l'âme de Nkrumah. J'ai l'impression que les panafricanistes, ils ont une litanie qu'ils récitent souvent. C'est les noms qu'on connaît, et c'est les mots qu'on connaît, c'est les phrases qu'on connaît. Il n'y a pas de nouveau dans le discours. Il y a de nouveau, mais ces précurseurs se sont donnés corps et âme. C'est pourquoi chaque fois nous faisons référence à eux. Mandela, à cause d'une lutte, il a fait 27 ans en prison. Lumumba devait fuir, mais il dit non, je préfère mourir dans l'honneur. On lui avait donné la possibilité de s'exiler en Congo, Brazzaville, mais il est revenu.
Et Sankara, il savait qu'elle allait mourir. Il dit, on peut tuer Sankara, mais on ne peut pas tuer les idées sankaristes. Donc, il y a ça. Donc, vous parlez de gens de 1960, hein? Oui, bon, non, pour Sankara... Le panafricanisme n'a pas évolué, donc. Ça a évolué, mais timidement. Timidement. Parce qu'au Mali, je dis le Mali, le Burkina, la Guinée, on a constaté qu'il y a quelque chose qui change. Vous allez voir que, vous allez constater que la distribution de la carte du monde est en train de changer. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Bien sûr. Les anciennes colonies françaises lui ont tourné dos. Et c'est peut-être les Russes, les Chinois qui sont en train de gagner le terrain. En quoi est-ce que c'est une avancée? C'est une avancée parce qu'ils n'auront plus la même issue, nos richesses. Parce que les Russes n'auront pas la même issue. Oui, mais ce serait un accord gagnant-gagnant. Ce qui n'était pas le cas. On vient nous imposer tout. Quelque chose va changer. Et quelque chose est en train de changer. Et c'est là que je condamne certains activistes. Non. Bon, c'est que véritablement les Africains peuvent arriver à se démettre du joug des anciens colons là. Véritablement. Bien sûr. Bien sûr. Allez, on va passer à l'autre partie de votre recueil, la partie au royaume des immortels. Vous avez fait quelques acrostiches avec les noms des villes du Bénin. Sauf que, voilà, c'est pas toutes les villes du Bénin. Non, non, non. Bon, nous avons choisi quelques échantillons de villes. Pourquoi vous avez choisi cibler ces villes-là? Bon, pour le moment, c'est les villes que je maîtrise le plus. Parce que j'ai eu la chance d'aller dans ces villes-là. Mais les autres villes, je ne maîtrise pas trop ça. Mais il y a d'autres villes qui sont très importantes. Porto-Novo, c'est le portail, c'est la capitale. L'incarnation du Zangbeto. Cotonou, c'est la vitrine du Bénin. Et là, vous allez constater que nous allons faire le statut de l'Amazone. Nous profitons de l'occasion pour remercier le président. Parce que, après, comment appelle-t-on, l'érection, j'allais dire, de cette Amazone, ça a cartonné un peu partout en Afrique. On ne reconnaît plus le monument de la Renaissance africaine de Dakar. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Moi, j'étais à la télé la fois dernière, j'ai vu un Camerounais qui a fait une photo. Et ce chose-là. Et suivez mon regard, si on ne fait pas attention au Bénin et si on ne profite pas de ça, des gens d'un pays de la sous-région, d'un pays limitrophe, vont exploiter ça. Ils ont commencé par Gambier, ils ont commencé déjà par dire ça, que Gambier c'est dans leur pays. Suivez mon regard. Bientôt ils vont dire que la statue de l'Amazone. L'acrostiche à Mathieu Kérékou et à Nicéphore Souglou. Bien sûr. Enfin, quelques présidents, sinon, oui, quelques anciens présidents et l'actuel président. Bien sûr. Il faut le président pour être dans votre ouvrage? Non, non. Bon, à un moment donné, c'est des gens, ils ont laissé une tâche indélébile qu'on ne saura jamais oublier. Car ils aiment la sacralité de l'être humain. Le chef d'État. Ailleurs, on a vu ce qui s'est passé, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le lieu de leur rendre hommage, comme l'a dit mon soeur Isidore de Souza. Allez. Qu'aucun bain de sang ne nous éclate, ne nous écabousse et ne nous emporte dans ses flots. Allez, vous avez fait hommage aussi à quelques artistes, Angélique Kidjo, Sabouran Danielou, Nel Oliver. C'est vrai que bon, on ne peut pas vous exiger de parcourir à tout le répertoire national des grands musiciens du Bénin, mais quand même, bon, il y a mieux de richesse en termes donc de stars musicales chez nous au Bénin. Je dois vous dire merci pour l'acrostiche fait à Fraternité. Oui, 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 c'est une radio que j'avais suivie à Parakou, j'étais là, ils ont présenté une émission, je ne me rappelle plus, et ça m'a intéressé. Et c'est là où j'ai eu l'idée de leur faire cet acrostiche. De leur confectionner cet acrostiche. Merci beaucoup. Un mot pour finir rapidement. Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste. Et vous savez, la culture, comme on le dit, c'est ce qui reste après qu'on a tout oublié. L'Archimède a dit, donnez-moi un point d'appui et je vous soulèverai ce monde. Moi, je dis, donnez-moi un point d'appui et je vous soulèverai le panafricanisme culturel. Et si ça ne vous gêne pas, c'est le lieu de rendre hommage, d'encourager notre président. Nous avons réservé un tableau d'acrostiche pour lui. Et nous allons présenter ça en direct si vous il n'y a pas de souci, je crois qu'à la fin on va montrer cela. C'est d'ailleurs un beau test que vous avez réalisé à l'intention de Patrice Talon. Ah, merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Merci monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end. Merci.